Bonjour, nous sommes trois élèves de l'Université Lumière Lyon 2 en Master 6, donc un master de statistique, informatique et sciences de données. Et nous souhaitons aujourd'hui vous parler du package que nous avons réalisé pour le logiciel R, un package open source que vous pouvez télécharger sur le site de l'Université Lyon 2. Qui traite de la régression PLS et plus particulièrement de la régression PLS dans le cadre de l'analyse discriminante. Voilà. Donc avant d'aborder le fonctionnement de notre package, je voudrais quand même vous donner quelques retours sur quelques principes généraux de la méthode PLS. Alors voilà, je pense que la régression linéaire, c'est une technique que vous connaissez tous, qui est une technique relativement fondamentale de l'analyse de données, en particulier dans la méthode des moindres carrés ordinaires, qui est la plus classique, et qui permet, donc le principe de la régression, c'est de trouver une approximation de la matrice Y des réponses, qui soit une combinaison linéaire de la matrice X qui est les prédicteurs, donc les observations et les variables explicatives, et donc la matrice B, qui est donc les facteurs de linéarisation pour obtenir Y. Alors, bien entendu, l'égalité parfaite est très rare, et donc il reste toujours une partie de résidu qui permet d'obtenir strictement la matrice Y. Donc les résidus sont, voilà, la technique vise à avoir le minimum de résidus, mais il reste toujours un bruit qui s'induit à la différence entre les observations et le réel et le modèle, quoi. Donc voilà. Donc la matrice B est obtenue classiquement par le produit de, de l'inverse de la transposée de x fois x, multiplié donc par transposée de x multiplié par y. Donc dans de nombreux cas, c'est un calcul qui peut se faire directement et qui marche bien. Malheureusement, il ne fonctionne pas toujours parce que parfois la matrice transposée de x n'est pas inversible. Donc elle a des valeurs propres à 0, voire très proches de 0, ce qui donne des résultats qui sont relativement peu stables. Et donc parfois on est obligé de recourir à d'autres méthodes. Voilà. Je vous prendrai l'exemple de la spectroscopie en fait, puisque la régression PLS c'est une méthode qui est fortement utilisée en biochimie et en chimiométrie. Et donc en spectroscopie, on mesure des longueurs d'onde de proche en proche, hein, de tous les 2 nanomètres par exemple. Et effectivement, les variables explicatives du coup sont fortement corrélées les unes avec les autres par cette notion de proximité de longueur d'onde. Donc on obtient un phénomène de multicollinéarité entre ces variables explicatives et qui rend la matrice non inversible. Alors, pour ce type de problème, il y a deux techniques fondamentales qui ont été utilisées, dont le principe de base, c'est la réduction de dimension. Donc on part d'un certain nombre de variables explicatives, on va dire 150, mais ça peut monter à 300, 400. Et on va essayer de réduire ces composantes aux composantes, enfin, à des éléments combinés qui permettent de garder le maximum d'informations, mais qui permettent de simplifier la matrice de départ. La technique de base la plus connue, c'est l'analyse en composantes principales, qui fonctionne sur des variables quantitatives, qui permet en travaillant sur la matrice X et en réalisant une combinaison linéaire simple des variables de base, combinaisons linéaires qui vont être construites en maximisant la variance, donc ce qu'on appelle l'inertie en composante principale, en maximisant la variance de la matrice X. Donc voilà, c'est ce qui permet de sauvegarder l'information de X
tout en limitant la dimension de cette nouvelle matrice par changement de base à peut-être 5 composantes principales, des fois 2, des fois 10, mais qui permettent surtout de garder cette information de X, et qui permettent, après ce changement de base, de faire une régression, ce qu'on appelle la régression sur composante principale. La méthode PLS, c'est une méthode qui est relativement proche, mais qui va travailler non plus que sur X, mais sur X et Y en même temps, et qui va prendre comme critère de la maximisation de la covariance entre X et Y. Donc les axes factoriels et composantes principales vont être construites en maximisant cette covariance. Alors, c'est ce qu'on appelle les composantes PLS, qui ne sont pas les mêmes que les composantes principales, puisqu'elles partent sur un critère légèrement différent, et qui vont être, par contre, elles vont être construites exactement comme l'analyse en composantes principales, c'est-à-dire orthogonale, un critère orthogonal, et vecteur par vecteur. Voilà un peu le principe. On va construire des vecteurs T et P. T qui va être la composante principale, le score, ce qu'on appelle le score, et P qui va être on pourrait appeler le complémentaire de T, permettant d'obtenir X, voilà, qui est le loading. Et chaque composante va être obtenue par itération, on va dire, jusqu'à un critère d'arrêt qui est une approximation suffisante de X et de Y dans le cadre de la régression PLS, et qui vont être orthogonales les unes aux autres, puisque on va travailler au fur et à mesure sur le résidu de X, donc X moins T fois P, et donc on va travailler sur, on va dire, l'hyperplan supplémentaire de la composante T, quoi. Voilà. Et donc, au bout d'un certain nombre d'itérations, on peut arrêter l'algorithme et on obtient une relative approximation de X. On va dire que X est pratiquement équivalent à T fois P. Bien entendu, pour l'égalité, on garde un petit résidu qu'on peut mesurer par un critère qu'on appelle le R2, et qui mesure le restant de la variance de X. Voilà. Et bon, d'usage d'obtenir une approximation de l'ordre de 80 à 95% de l'information de X, voilà, liée à la variance. Voilà. Alors, un petit croquis complémentaire pour vous montrer comment c'est construit. Donc les données de X, l'axe factoriel qui permet d'obtenir la composante principale T, qui est obtenue exactement comme une régression, comme étant la pente de la droite des moindres carrés de X sur U. Voilà. Alors, je pense que l'explication a été relativement courte et qu'elle va vous nécessiter de vous plonger dans de nombreuses documentations que vous aurez sur la régression PLS, que vous pourrez trouver sur Internet. Beaucoup d'études ont été faites par monsieur Michel Tenenhaus, voilà, qui était un spécialiste de la régression PLS, et vous trouverez de nombreuses documentations qui ont été faites par ce monsieur. Et qui est un peu le référent de cette technique. Voilà, je vous invite à voir ça sur Internet. Et il est grand temps de vous présenter maintenant notre package PLSD Hassan. Donc voilà, je vous rappelle que le fichier est téléchargeable sur l'Université de Lyon 2. Voilà. Donc, alors on va commencer par l'installer. Donc moi, je l'ai déjà préalablement téléchargé, bien entendu. Voilà, on le retrouve ici, sachant que sur mon Mac, il faut que je rajoute l'option type égale source. Voilà, et nous allons l'implanter. Le voilà intégré à notre logiciel. Donc je vais le prendre, PLSD Hassan, et nous allons tout de suite, voilà, le voilà chargé. Nous allons tout de suite regarder les fonctions qu'il regroupe. Alors, 3 fonctions essentielles de régression PLS. PLS
PLS1, PLS2 et SimPLS. Alors, pour précision, voilà, ces trois fonctions fonctionnent avec une matrice X de variables quantitatives qui sont automatiquement centrées réduites. Voilà. Sachant que par contre PLS1 fonctionne avec non plus une matrice de réponse mais un vecteur Y de réponse, alors que PLS2 et SimPLS fonctionnent avec une matrice multicolonne au niveau de Y. Alors la différence entre PLS2 et SimPLS, c'est juste une petite différence de détermination des axes factoriels. PLS2 fonctionne, alors PLS2 qui sera aussi appelé NIPALS, fonctionne selon l'algorithme NIPALS classique, en réalisant une convergence pour déterminer l'axe factoriel, l'axe puis les axes factoriels, alors que SimPLS travaille sur un produit particulier de la matrice X et Y, et sur les vecteurs propres de cette matrice. Voilà. Donc, en particulier, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'algorithme NIPALS va fonctionner avec un seuil de convergence et un nombre maximum d'itérations. Et évidemment, plus ce seuil est bas et plus le nombre d'itérations est important, plus la précision est bonne. Mais nous avons volontairement choisi des valeurs par défaut de 0, 1 et sans itération qui donnent des résultats assez probants dans la plupart des cas. Alors, notre package en fait a plus pour but de faire une analyse discriminante des données Y, et donc de fonctionner en tant qu'algorithme de classification. Y dans notre cadre va être au départ un vecteur colonne de classe, et il va être transformé par notre algorithme FIT en tant que jeu d'apprentissage. Il va commencer, la première opération qui va être faite, c'est de le transformer en matrice multicolonne de classe, avec une transformation binaire en 1 et 0 classique. Voilà. D'autre part, notre algorithme FIT aussi va vérifier s'il y a des données manquantes et utiliser la librairie mice pour, en cas de valeur manquante, transformer ces valeurs de la manière la plus judicieuse possible. Il faut dire que le package mice est un package qui fonctionne très bien pour les valeurs manquantes. Voilà, la dernière chose à vous dire, c'est comment la classification est faite. Alors nous avons choisi d'utiliser trois méthodes. La première, la plus classique, la fonction softmax, qui est l'extension de la régression logistique, donc en classification binaire, à du multiclasse. Donc la fonction softmax permet de faire une séparation multiclasse, un peu comme la régression logistique. Deuxième méthode, la distance euclidienne. Notre algorithme va déterminer sur une nouvelle observation ou un nouveau jeu de données la distance euclidienne par rapport au centre de groupe de nos classes, et évidemment considérer que la classe de nos nouvelles observations correspond à la classe où la distance euclidienne est la plus petite, et donc travailler sur l'inverse de la distance pour les probabilités a posteriori. Enfin, nous avons adopté une méthode maison, on pourrait l'appeler méthode maison, qu'on a appelée loi normale parce qu'il fonctionne sur la loi normale et les coordonnées selon les axes des valeurs de classe par composante latente. Et donc les probabilités vont être calculées par itération, d'abord sur le premier axe, et puis si on n'atteint pas une valeur seuil de classification très claire, va travailler sur les axes suivants, en tenant compte par contre de la variance expliquée sur chaque composante. Voilà, et donc c'est une méthode qui fonctionne aussi sur les essais que nous avons faits. Alors je vous propose tout de suite de regarder ce que peut donner sur le jeu de test Iris, qui est un peu le Hello World, je dirais, de l'analyse de données. Un jeu de test classique qui permet de tester les packages que nous avons réalisés. Donc je pense que vous le connaissez. Donc les 4 premières colonnes sont les valeurs explicatives
de notre jeu. Et la cinquième colonne définit les trois classes, Setosa, Virginica versicolor, de nos 150 observations. Eh bien, voilà, je vous propose d'envoyer notre algorithme. Alors, je voudrais quand même vous préciser que notre algorithme FIT, qui fonctionne classiquement selon les formules adoptées sur R, donc spécise fonction de toutes les variables, ici avec un point, notre jeu de données data iris, les deux algorithmes possibles, SimPLS et NIPALS. Et enfin, nous avons surtout choisi de conserver un choix de composantes pour l'utilisateur, ce qui permet de tester plusieurs niveaux de composantes. Mais notre algorithme va en interne quand même vous proposer par deux méthodes, une méthode de cross-validation sur les coordonnées, on va dire n et n plus 1 ou h plus 1, qui va regarder le Q2 qui avait été introduit par monsieur Michel Tenenhaus, qui va regarder le Q2 sur donc, les résidus au niveau H et les résidus obtenus par cross-validation au niveau H plus 1. Voilà, et dire si l'information obtenue sur la composante H plus 1 est vraiment importante ou pas. Et donc s'arrêter au niveau de la coordonnée H sur laquelle le niveau H plus 1 ne donne plus d'informations complémentaires. Autre méthode que nous avons utilisée, c'est pls2.adjust, qui va, elle, fonctionner sur le R2, le R2 obtenu par variable. Il faut que le R2 obtenu sur X atteigne déjà une certaine valeur seuil, et on va regarder le gain d'information de la coordonnée supplémentaire sur le R2 de Y. Et si le gain d'information est relativement faible, l'algorithme va s'arrêter là et dire que le nombre de composantes conseillées, je précise bien conseillées, sera celui obtenu par l'arrêt de cette information, le gain de seuil qui n'existe plus. Voilà. Bon, bah, il est temps vraiment de regarder ce que donnent nos fonctions. Alors, au contraire, voilà, on va regarder ici. Voilà. Alors, vous voyez le nombre de composantes conseillées et notre résultat 1 où on va retrouver, si on fonctionne, voilà, le résultat 1 qui nous donne un certain nombre de valeurs calculées, qui nous rappelle l'algo, la matrice X, la matrice Y, et les résultats de calculation, si on fait calque, voilà, les coefficients de la régression, l'intercept, les résidus selon le nombre de composantes choisies, les coordonnées des individus, voilà, nombre de composantes conseillées, la variance expliquée, la variable importance projection qu'on verra tout de suite après. Alors, donc je vous propose ensuite, donc nous étions sur résultat 1, résultat 2, qui donnent les mêmes résultats, et la méthode print, qui nous permet d'avoir un résumé simple de la régression PLS. Donc les coefficients de régression, tout l'énoncé de départ de la formulation, et la variance expliquée non cumulative, je précise bien, sur X et sur Y. Donc ici, 73% sur le premier axe, 22,8 sur le deuxième, voilà, et 47,1 sur Y, 8,6 sur la deuxième composante, voilà. Et puis qui rappelle que nous avons quelques fonctions graphiques qui permettent de faire le plot des individus et le plot des variables, et aussi qui regarde la corrélation des variables explicatives par rapport aux composantes latentes. Voilà, par la méthode CorePlot. Nous verrons ça juste après. Donc les résultats obtenus sont pareils pour résultat 2. Alors, la méthode suivante, c'est la méthode summary, qui va vous donner un peu plus d'informations. Donc les coefficients de régression, la variance expliquée sur X et sur Y, mais aussi le R2 par variable. Voilà. Et la VIP, dont la théorie provient de, là encore, monsieur Michel Tenenhaus. Je vous invite à regarder sa documentation, qui va déterminer les variables qui apportent le plus d'intérêt dans l'explication de X et de Y sur les composantes 1, 2, 3, 4, et donc et qui va définir un seuil
de sélection de variables, on va dire, entre 0,8 et 1. Alors, dans le cadre de notre modèle Iris, on retrouve les 4 variables qui apportent une certaine information, logiquement. Bien sûr, si on avait beaucoup plus de variables explicatives, on pourrait peut-être se contenter de faire une réduction d'informations, réduction de variables sur les variables choisies par l'algorithme. Voilà. Rapidement, la même chose sur résultat 2. Alors, sachant que la méthode summary nous propose aussi un certain nombre de choix graphiques, comme donc correlation plot, hein, ce que je mettais entre les variables explicatives et les composantes principales, d'après la librairie CorePlot, qui est assez visuelle. Donc voilà. Le plot, le cercle de corrélation des variables explicatives, selon les composantes latentes. Et enfin, le script plot classique de l'éboulis des valeurs propres et le cumul de l'information sur la variance de x et sur la variance de y, qui correspond strictement aux valeurs que nous avons vues tout à l'heure. Alors, voilà, je continue, mais donc évidemment le script plot qui est le plot que nous venons de regarder. Alors, la possibilité ici de faire plot var avec sur d'autres composantes, la 1 et la 3, et une fonction printout qui va vous permettre d'afficher les valeurs ou non. Donc ici true, donc nous allons avoir sur les composantes 1 et 3 le cercle de corrélation, et ici les valeurs des variables explicatives sur l'ensemble des composantes. Donc, plot en div qui va fonctionner de façon assez analogue grâce à la librairie ggplot, c'est le plot des individus, donc de l'ensemble des observations de notre jeu de données Iris. Ici sur la composante, alors quand c'est non indiqué par défaut 1 et 2, sinon on peut choisir 1 et 3. Et on va tracer aussi grâce à la librairie ggplot le niveau de confiance des ellipses de nos données de départ. Par ellipse, donc voilà. Et on voit bien que on a une véritable séparation de la classe Setosa, hein, classique sur ce jeu de données Iris, et une séparation incomplète sur les classes Versicolor et Virginica avec une certaine zone de litige et des valeurs qui sont vraiment très très proches sur un certain nombre de cas. Voilà. Juste pour information, ce que ça donne sur la composante 1 et 3. Vous voyez qu'on a toujours cette OSA qui est très bien séparée. Et par contre, sur les composantes 1 et 3, une meilleure séparation des classes Versicolor et Virginica. Donc un peu plus d'informations. Voilà. Que dire? Alors, voilà, on va utiliser maintenant la méthode predict. Alors, on va l'utiliser sur notre jeu d'apprentissage parce que nous n'avons pas d'autres données sur Iris, ce qui permet quand même de voir le niveau de notre modèle sur le jeu d'apprentissage. Et selon les trois méthodes, la première, la méthode softmax, la deuxième, la méthode euclidienne, distance euclidienne, et la troisième, la méthode maison, normale, qu'on a baptisée normale. Voilà. Alors, donc, la fonction predict vous affiche les coordonnées des probabilités a posteriori et des classes predict sur le nouveau jeu de données. Donc ici, on va retrouver les de 1 à 150, ce qui a été prévu, et les probabilités a posteriori par la méthode softmax. Voilà. Donc, ici, donc, par la méthode euclidienne, voilà les résultats obtenus. Euclidean, classification. On voit que les probabilités a posteriori sont beaucoup plus fortes, puisque les distances doivent être beaucoup plus faibles en fait par rapport au ensemble de groupe. Et voilà, sur la méthode maison, et là nous aurons encore plus des valeurs encore plus nettes, avec beaucoup de valeurs à 1, puisqu'on tient compte vraiment de la séparation, comme ici c'est OSA qui est parfaitement séparé sur la première coordonnée, eh bien on va tout de suite atteindre le seuil sur cette coordonnée, sur le nouveau jeu de données. Une coordonnée à 2 ne peut
selon la loi normale, ne peut pas correspondre à un élément de versicolore ou un élément de Virginica. Donc la probabilité va être parfaite. Mais c'est effectivement sur ce jeu d'apprentissage de Iris qu'on obtient ces résultats. Sur d'autres jeux de données, on pourra avoir des résultats qui seraient beaucoup moins bons. Alors, voilà, on va regarder maintenant la table de confusion de ce qu'on obtient par nos trois méthodes. La méthode Softmax qui donne des résultats pas si probants que ça, malheureusement. L'analyse discriminante directe sur le jeu d'Iris donne des bien meilleurs résultats. Voilà, bon, parfois la méthode n'est pas la meilleure par rapport au jeu de données, et là c'est effectivement le cas, on peut le dire. On va quand même regarder ce que ça donne sur la distance euclidienne. On voit que les résultats là sont un peu meilleurs. Au lieu de 24 mal classés, nous n'en avons plus que 17. Et avec notre méthode normale qui utilise vraiment les coordonnées, on a vraiment là par contre seulement 10 mal classés, ce qui est plutôt un résultat correct sur le jeu d'apprentissage. Mais là encore, je vous rappelle qu'un autre jeu de données peut vous donner des choses moins bien, et que peut-être que si on avait testé, qu'on avait essayé de valider sur des nouvelles données de Iris, on aurait obtenu des résultats qui n'étaient pas aussi probants. Voilà. Très rapidement, la fonction summary predict que nous avons créée, qui la particularité de ne pouvoir être utilisée, je le précise bien, que pour validation, pour observation plutôt que validation du jeu de données de départ, puisqu'elle se réfère, pour faire une matrice de confusion, au jeu de données de départ et donc aux classes de départ. La fonction ne peut pas du tout être envoyée sur de nouvelles données. Mais donc elle rappelle les coefficients de régression et elle définit la matrice de confusion par rapport à nos données de départ. Voilà. Donc voilà, 84% de bien classés, 88% sur la méthode euclidienne et 93% sur notre méthode maison. Alors, pour aller voir un peu plus loin ce que ça peut donner, on a fait des tests en choisissant quelques valeurs, quelques Setosa, quelques versicolores, donc 9 valeurs, et quelques Virginica pour voir ce que ça a donné. Et là, on retrouve les probabilités a posteriori, je vous disais, donc 51% sur la donnée 10, 51% d'être de classe Setosa et 32% et 17% sur Virginica versicolor par la méthode Softmax. Donc, comme le choix se fait au vote majoritaire, 51%, c'est largement majoritaire. Voilà. Et donc on obtient Setosa pour les trois premières, Virginica, versicolor, ce qui là n'est pas très bon pour les données que nous avons choisies, donc la donnée 51 à 79. Mais quand on regarde les probabilités a posteriori, on voit bien que vraiment il y a litige, puisqu'on a 27, 31, 32%. Donc la classification, elle est vraiment extrêmement limite. Et voilà, on voit tout de suite par ces probabilités a posteriori qu'on a une zone de litige à ce niveau-là. Voilà, et par contre les trois Virginica sont elles bien déterminées. Donc par la méthode euclidienne, on retrouve des probabilités a posteriori qui sont bien meilleures. Et là, on voit que, par contre, la distance euclidienne de l'observation 51 est vraiment beaucoup plus proche du centre de cluster de Virginica. Donc ce qui amène le côté litige de cette donnée. Et on voit par contre que les deux suivantes sont beaucoup mieux classées. Et par contre, les trois d'après sont parfaitement classées. Enfin, le dernier cas sur nos trois, là on va avoir une classification parfaite avec notre méthode maison, Setosa, avec une probabilité qui est clairement à 1 par les coordonnées. Par contre, la donnée 51, on voit qu'on est entre versicolor et Virginica, mais que là par contre on va être bien placé. Pour les données 79 et 98, un classement qui est là aussi très clair, ainsi que les trois dernières Virginica. Voilà donc le test sur Iris, qui est quand même globalement satisfaisant sur notre package.
Très rapidement, je vous propose de faire un autre test que nous avions lancé sur R Markdown, sachant que nous avons aussi en parallèle fait des vérifications des résultats de nos algorithmes PLS1, PLS2, SimPLS, avec plusieurs résultats obtenus de différentes librairies R et aussi d'études qui avaient été faites par monsieur Rico Rakoto Malala de l'Université Lyon 2 pour le logiciel Tanagra, et que nos résultats sont conformes à ce qui avait été obtenu par ces autres éléments. Alors, je vais lancer aussi l'étude donc sur le jeu de test Wine que vous pouvez retrouver sur le package PLSD Hassan. Et donc là, un test que nous avions fait sur un Markdown. Voilà. Donc le jeu de données Wine définit trois possibilités de qualité du vin, mauvais, moyen ou bon, selon des variables de température, de chaleur, voilà. Et donc, nous avons envoyé une régression PLS. Alors, je vais faire un renol complet de ce fichier. Donc, alors, sachant que les fonctions que nous avons mis sont complètement dans ce fichier-là, intégrées dans ce fichier-là. Alors, eh bien, on va retrouver donc sur les deux SimPLS et PLS2 les coefficients de régression, les valeurs des loadings, les valeurs des scores, des axes factoriels, des coefficients de régression. Voilà. Donc les quatre variables sont température, sun, heat et rain, selon les vins caractérisés. Voilà, et donc on retrouve des résultats qui sont assez probants hein, et assez proches selon les deux algorithmes utilisés. Et qui sont conformes à ce que nous avons trouvé sur les documentations de ces datasets. Alors, on voit ici que la variance expliquée sur le premier axe est de 70% sur X et de 16% sur le deuxième et de presque 10% sur le troisième. Par contre, les variances expliquées sont fortes sur Y sur le premier axe, 37%, et beaucoup plus faibles sur les deux autres axes. La méthode adjuste dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui nous donne une proposition de composante. Voilà. Et enfin, voilà les différents graphiques que l'on avait obtenus. Donc la variance expliquée, les boulis des valeurs propres, toutes les données de classe, de la méthode summary, et la matrice de confusion, je le rappelle, sur les données d'apprentissage, qui donne au final 85,3 pour notre modèle, ce qui est relativement correct. Mais voilà. Mais qui demanderait à être testé sur un vrai jeu de test avec d'autres valeurs. Voilà. Le croquis des variables, hein, des températures qui sont fortement corrélées, ce qui est relativement logique. Le graphe ggplot de nos différents vins avec les ellipses. Alors les battes que l'on retrouve ici et les gouttes que l'on retrouve là, avec quand même une zone de litige qui est quand même assez forte. Voilà. Voilà les différentes données sur Coreplot et leur liaison avec les coordonnées latentes. Et voilà. Bah écoutez, voilà, j'espère que vous avez eu par ces éléments une présentation assez correcte de notre package. Et je vous invite à l'utiliser selon votre souhait, s'il peut vous être utile dans vos prochaines études. Merci bien, au revoir.